Alors, on n'a pas parlé de médicaments jusqu'à présent, donc bon, c'est... Alors, j'ai un petit diaporama. J'appuie sur le petit bouton vert, là. Le gros bouton, celui-là, là. Non, celui-là. Voilà. Voilà, donc quels médicaments utiliser lorsque les troubles du sommeil, lorsque les mesures non médicamenteuses ont échoué, hein, donc quand on a changé de chambre, quand on a quitté son conjoint, quand on a mis du frais dans la chambre, quand on a tout essayé, et que finalement, rien ne marche. Alors, je dirais d'abord que ça va être fonction du diagnostic sous-jacent aux troubles du sommeil. Hein. On a évoqué un certain nombre de situations. Il y en a quelques-unes qui, elles, vont peut-être demander un traitement. Je pense notamment au réveil intempestif du fait d'une pollakiurie, c'est-à-dire le fait de se lever 2, 3, 4 fois la nuit pour aller faire pipi. Alors, selon les messieurs ou les dames, ce n'est pas forcément la même chose. Je pense qu'un monsieur qui se lève 4 fois la nuit, je crois qu'il serait bien qu'il aille voir un urologue pour montrer sa prostate. Hein. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus embêtant, type infection urinaire. Et donc là, on aura besoin de médicaments pour traiter ces problèmes-là. Chez les dames, c'est souvent des problèmes d'instabilité vésicale. Alors là, ça relève pas forcément de traitement, mais ça peut relever d'une rééducation. Autre problème qui va peut-être nécessiter un traitement, ce sont les douleurs. C'est-à-dire que quand on a des douleurs, et je pense à des douleurs inflammatoires, notamment rhumatismales, eh bien, il va peut-être falloir utiliser des médicaments pour calmer les douleurs ou aller chez un kiné, un ostéopathe. Donc, traiter la douleur, je crois que c'est vraiment important pour améliorer la qualité du sommeil. Point qui n'a pas été évoqué non plus, ce sont les bouffées de chaleur chez les dames, les bouffées de chaleur post-ménopausiques. 30% des dames ménopausées souffrent de bouffées de chaleur invalidantes, intempestives. Il y en a 30% qui n'en ont jamais. Hein. Et puis, il y en a le reste, il y en a 30% qui en ont pendant un certain temps, puis ça se passe. En revanche, les bouffées de chaleur intempestives qui surviennent toutes les heures ou toutes les heures et demie pendant 24 heures sur 24 sont source de troubles du sommeil extrêmement sévères qui déclenchent en fait souvent anxiété, état dépressif, voire j'ai eu une patiente, moi, qui a présenté des troubles psychotiques, des troubles délirants, parce qu'elle ne dormait plus du tout. Donc, les bouffées de chaleur, quand elles sont intempestives, vont nécessiter un traitement. Là, il faut voir un spécialiste. Hein. En France, on utilise des traitements hormonaux par voie transcutanée, les œstrogènes par voie transcutanée et des progestatifs par la bouche. Quand ce traitement est bien conduit chez une personne qui n'a pas d'antécédents, de problèmes au niveau des seins, le risque, l'aggravation, le risque supplémentaire de cancer du sein est finalement, les études françaises le montrent, assez minime. En revanche, effectivement, c'est un traitement qui demande d'être contrôlé par son médecin. C'est très efficace. Alors, il semble aujourd'hui qu'il y ait un nouveau traitement qui soit apparu. Hein, donc, j'ai entendu ça à la radio. Je n'ai absolument pas d'expérience de ce traitement puisqu'il n'est pas encore commercialisé en France où il commence tout juste à être accepté par la Haute Autorité de Santé. Donc, ça, il faut y penser. Et ces bouffées de chaleur vont nécessiter un traitement au moins pendant un certain temps. Et puis, docteur Pierre de Bertrand a évoqué les syndromes des jambes sans repos.
effectivement, le syndrome des jambes sans repos, ça va nécessiter, s'il est important, va nécessiter un traitement. Mais là aussi, c'est une affaire de spécialiste. Donc, des médicaments pour améliorer le sommeil, il en faut parfois, hein, et ce sera fonction du diagnostic sous-jacent. En revanche, s'il n'y a pas de pollacurie, de douleur, de bouffée de chaleur, de syndrome des jambes sans repos, s'il n'y a pas de problème de santé autre, eh bien, il reste les troubles psychologiques ou psychiatriques ou neurologiques. Alors, quels médicaments pour ce type de trouble? Alors, en un mot, ils seront fonction du type de trouble de sommeil et des troubles sous-jacents. Les somnifères ne devraient être utilisés qu'en dernier recours. Lorsque on a un état dépressif sous-jacent. Donc les troubles du sommeil, ils sont habituels dans les états dépressifs. Il faut savoir quand même que les syndromes dépressifs sont très fréquents chez les personnes âgées. Ils sont fréquents aussi chez les gens jeunes, mais ils sont très fréquents chez les personnes âgées et souvent sous-diagnostiqués. Les troubles du sommeil dans les états dépressifs se manifestent le plus souvent par un réveil précoce. C'est le réveil à 4-5 heures du matin et la personne ne se rendort pas. Avec un endormissement à 22 heures, ça fait quand même des petites nuits, souvent très courtes. Parfois, quand je dis 4 heures du matin, ça peut être 3 heures. Alors, dans le cadre de ces états dépressifs, donc, le traitement antidépresseur bien adapté, bien conduit, permet en général, en une dizaine de jours, de récupérer un sommeil de meilleure qualité. L'usage de somnifères n'est pas recommandé dans les cas des états dépressifs. En revanche, en début de traitement, l'anxiété, l'angoisse peut être important et nécessiter d'une manière courte un traitement anxiolytique. Le risque, on y reviendra, c'est toujours le problème, le risque de prescription d'anxiolytiques dans ces situations, c'est le risque de ne pas pouvoir les arrêter et d'être obligé de les poursuivre. Donc, traitement anxiolytique pendant une durée courte, le traitement le plus adapté et le moins, je dirais, sédatif possible. Les états anxieux. Alors, on en a parlé un petit peu. Dans les états anxieux, le trouble du sommeil se manifeste essentiellement par des difficultés d'endormissement. La personne est dans son lit le soir, elle rumine, elle pense à des trucs pas possibles, tout ira mal, ça va être affreux, qu'est-ce que je vais faire, Et là, c'est l'espèce de rumination qui empêche le cerveau, je dirais, de se mettre en position off, et il y a un éveil permanent qui se maintient. Donc ça, c'est vraiment ces caractéristiques des troubles anxieux, cette difficulté d'endormissement. Parfois, l'endormissement se passe bien, mais en revanche, il y a un réveil au milieu de la nuit, minuit, 1 heure, 2 heures, et là aussi, difficulté de re-endormissement. Alors, si l'état anxieux est lié à un événement ou une situation stressante ponctuelle, c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'insomnie aiguë. La situation stressante, l'événement stressant, un deuil, des difficultés professionnelles, l'usage de produits pour l'anxiété du type des benzodiazépines, tout le monde a entendu parler de ces produits, Temesta, Seresta, Tranxène, Xanax, donc tous ces produits qui se terminent en zépam, le bromazépam, le lormétazépam, tous ces produits en zépam, je crois qu'il faut vraiment, vraiment éviter. Ces produits risquent d'induire une dépendance, autant physique que psychique,
Combien de personnes ont commencé à consommer ces médicaments dans un contexte de deuil, hein, un décès brutal, le décès du conjoint, voilà, anxiété, tristesse, sans forcément que ce soit un vrai syndrome dépressif. La personne est très, très anxieuse, mal, enfin, etc. Combien de médecins donnent « Oh, je vais vous donner un petit truc pour vous aider à dormir ». Donc là, c'est le début de l'engrenage, c'est le petit Temesta 1 mg qu'on commence à consommer à ce moment-là. Le risque, c'est de ne plus pouvoir s'en passer, tant physiquement que psychologiquement. Si on n'a pas mangé son petit bonbon le soir avant de dormir, eh bien, on se dit qu'on ne va pas dormir. D'autant qu'il y a quand même un effet, un rebond de l'anxiété à l'arrêt de ces produits. C'est-à-dire l'arrêt en lui-même du produit anxiolytique va faire augmenter l'anxiété. Donc ce sont des situations où les mesures non médicamenteuses sont les plus intéressantes, que ce soit la relaxation, les tisanes, la lecture, enfin tous ces conseils qu'on vous a donnés tout à l'heure. Si l'état anxieux est dans un contexte de troubles chroniques, et là quand je dis troubles permanents, ce sont les troubles type anxiété généralisée, ce sont des gens qui vous disent « Ah bah oui, mais moi j'ai toujours été anxieux, j'étais ado, j'étais anxieux, après j'ai toujours été anxieux, je m'inquiétais pour mes enfants, je m'inquiétais pour mes parents, je m'inquiétais pour tout, dès qu'il fallait que je parte en voyage, je m'inquiétais. » Enfin bon, ce sont des gens, on parle d'anxiété généralisée, donc là c'est quand même un trouble plus permanent. Ou bien les obsessions, hein, les fameux troubles obsessionnels compulsifs, hein, qui sont finalement assez fréquents. Ou bien des troubles phobiques, hein, phobie d'aller au travail, phobie de sortir dans la rue, phobie d'être enfermé dans une pièce. Donc là aussi, dans ces états anxieux chroniques, les fameuses benzodiazépines et autres EPAM ne sont pas indiquées. Ici, dans ces troubles, le risque de toxicomanie aux benzodiazépines est très élevé. Moi, j'ai eu beaucoup de patients qui arrivaient en consultation avec des consommations absolument considérables, hein, de l'ordre d'une boîte de Xanax par jour. Hein. Oui, c'est bon. Voilà, avec un monsieur qui faisait toutes les pharmacies de Bourges avec de fausses ordonnances pour se faire prescrire et obtenir des boîtes de Xanax. C'était effrayant. Hein, et il n'y en a pas eu qu'un. Hein. J'ai beaucoup de gens qui ont ce type de problème. Donc, toxicomanie aux benzodiazépines dans ces situations, là, c'est une situation grave. Alors, en revanche, ces troubles anxieux sont en général très bien améliorés par les traitements antidépresseurs, hein, à moindre dose que pour les états dépressifs, et permettent, je dirais, aux patients d'aller vers une psychothérapie pour travailler un petit peu sur son anxiété. Là, les thérapies cognitivo-comportementales sont souvent très efficaces, y compris dans les troubles phobiques, les troubles anxieux généralisés. Donc, là aussi, pas de somnifères, hein, pas de benzodiazépine, un traitement antidépresseur bien conduit en dirigeant le patient et la personne vers une psychothérapie, vers un psychologue. Je crois que beaucoup de mutuelles maintenant commencent à rembourser un certain nombre de séances. Même les assurances maladie quand même font un effort maintenant pour la prise en charge. Autre situation, les maladies neurodégénératives, hein, cérébrales, type maladie d'Alzheimer, puis les maladies apparentées, hein, donc tous ces problèmes de syndrome démentiel, de troubles cognitifs. Alors, dans ces pathologies, notamment lorsqu'elles sont un peu évoluées, les troubles du sommeil sont fréquents, avec une désorganisation du cycle veille-sommeil. On a des patients qui se mettent à dormir toute la journée et puis qui se promènent toute la nuit.
ou ils ont un sommeil de type nourrisson, hein, c'est-à-dire qu'ils dorment 2 heures, ils se réveillent pendant 1 heure ou 2, puis ils redorment 2 heures, et puis y compris le jour et la nuit. Donc la nuit, ils s'endorment, et puis après, ils se promènent pendant 1 heure ou 2, puis après, ça recommence. Donc, la tendance serait de dire, on va leur donner un médicament sédatif le soir, comme ça va les faire dormir toute la nuit, et puis ça va régulariser les choses. En fait, ça régularise rien du tout. Très souvent, ça entraîne des chutes, des effets paradoxaux. Des patients avec certains produits sédatifs, au contraire, ils vont être très, très excités, puis ils vont dormir le lendemain toute la journée, avec donc des effets à retardement. Donc, après avoir beaucoup peiné à régulariser ces problèmes-là, en essayant les mesures non médicamenteuses, en essayant de maintenir l'éveil toute la journée, puis pour que les patients y dorment la nuit, mais parfois ce sont effectivement des patients difficiles parce que parfois ils restent pratiquement 24 heures sans dormir. Alors après, il y a un effet bien sûr de récupération, mais lorsque la personne est à domicile et accompagnée par son conjoint ou par de la famille, c'est quand même extrêmement pénible. Moi, j'ai un couple, je connaissais un couple assez jeune, hein, la dame avait une pathologie neurodégénérative, alors elle se promenait toute la nuit, donc le mari, il l'accompagnait dans la nuit, et puis le lendemain, lui, il allait au travail. Hein. Donc c'était quand même extrêmement difficile. La dame, elle dormait toute la matinée jusqu'en début d'après-midi, donc c'était pas un problème, mais le monsieur, lui, il était au travail. Donc ces troubles-là sont très difficiles. Alors depuis 3 ans, on utilise la mélatonine. Docteur Oumaïda vous en a parlé, hein, donc cette hormone du sommeil, si je peux dire. Et c'est vrai que nous avons, dans le service de gériatrie, des résultats tout à fait intéressants, puisque très rapidement, en 2-3 jours, on réinstaure un cycle veille-sommeil normal, avec une personne qui dort la nuit et qui est bien éveillée le jour, sans problème de chute, sans effets secondaires néfastes de somnolence le lendemain matin. Et donc, actuellement, on a le projet de faire une petite publication à ce sujet parce que c'est quand même intéressant, hein, et donc de pouvoir permettre à ces patients de dormir sans effet secondaire néfaste. Manifestement, pour l'instant, nous n'avons vu aucun effet secondaire néfaste. En général, au bout d'un mois, on peut arrêter et la personne continue à bien dormir. Alors, en revanche, dans ces situations de pathologie neurodégénérative, il faut aussi savoir traiter les états dépressifs, hein, notamment dans les phases débutantes de la maladie, traiter aussi les troubles anxieux, et puis les états délirants. Vous savez, les personnes qui voient, qui ont des hallucinations, les personnes qui se sentent persécutées. Mais là, c'est quand même affaire de spécialistes. Et là, je pense que là, la consultation mémoire est intéressante, de voir un spécialiste pour traiter ce type de problème. Les troubles du sommeil dans le cadre de maladies psychiatriques, parce que quand on est schizophrène ou qu'on a une maladie maniaco-dépressive, eh bien on a le droit de vieillir, hein, aussi. Et bien souvent, il y a des troubles du sommeil dans ces maladies psychiatriques. Et là, c'est vraiment affaire de spécialistes. Et la prise en charge du sommeil dans ces pathologies, je dirais, doit être prise dans sa globalité avec l'ensemble du traitement du patient. C'est vraiment une affaire de spécialiste et même pas du généraliste. Hein. Bon, je crois que c'est vraiment important. Alors, effectivement, dans ces situations, le spécialiste peut être amené à prescrire des somnifères proprement dit, hein, je dirais, pendant certaines périodes. Alors, d'autres situations, hein, donc on a vu que les causes de troubles du sommeil sont nombreuses.
lorsqu'il y a manque d'activité dans la journée, manque de lumière du jour, parce que quand on travaille dans un bureau toute la journée, on n'est pas forcément à la lumière du jour. Nous avons souvent, nous, urbains, des modes de vie. Finalement, quand on travaille, on est très souvent enfermé à la lumière artificielle, qui n'est pas forcément une lumière très importante. Et donc, quand on est assis toute la journée devant un ordinateur, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué pour avoir je dirais ce potentiel d'activité qui va nous permettre de dormir. Alors, c'est les gens du Nord, je pense les Norvégiens, les Suédois qui ont en hiver des durées de jour extrêmement courtes quand même. Au nord de la Norvège, il fait nuit pendant 3 mois, donc c'est quand même pas bon. Donc ils utilisent la luminothérapie, donc le matin, donc pas le soir en fin de journée bien sûr, mais il y a un certain nombre d'études. Nous on l'a expérimenté pour certains de nos patients. Donc 1 heure de luminothérapie, s'il n'y a pas de contre-indication oculaire en particulier, eh bien ça apporte une amélioration de l'endormissement notamment et une amélioration du sommeil. Là aussi, la mélatonine peut être utile pour des situations comme celle-là. Alors, finalement, y a-t-il encore une place pour les somnifères que tout le monde connaît, type zolpidem, zopiclone, donc le Stilnox ou l'Imovan? Est-ce que on prend encore, est-ce que des médecins prescrivent encore ce genre de choses? Est-ce qu'on a encore ce type de médicaments? Alors, est-ce qu'il y a une place? Peut-être, très peu de temps, seulement pour des troubles d'endormissement résistants, parce que ce sont des produits qui ont une durée d'action courte et ce n'est pas ça qui va prolonger votre sommeil jusqu'à 7 heures ou 8 heures le matin. Donc, ce sont des médicaments qui n'empêchent pas les réveils précoces. Ça peut aider l'endormissement. Le risque de dépendance et d'accoutumance est important. Donc, dans notre service, je crois que nous ne prescrivons presque plus jamais de zolpidem et de zopiclone, et nous les supprimons pour ceux qui en ont déjà. Alors, bon, je vous en parle parce que vous en avez peut-être entendu parler. Il y a donc un nouveau médicament qui est récemment sorti, donc au mois de mai dernier. Alors, le Quviviq. Donc le nom commun, c'est le daridorexant, alors qui agit différemment des somnifères, puisque c'est un produit qui agit sur le réveil et il bloque la molécule responsable de l'éveil dans le cerveau. Donc, ce produit empêche la molécule de l'éveil, ça empêche la molécule qui fait qu'on est réveillé dans le cerveau. Alors, les indications actuellement sont très précises, donc pour des adultes uniquement, qui souffrent d'une insomnie chronique ayant duré au moins 3 mois, avec un retentissement au cours de la journée, et après que toutes les autres thérapeutiques aient échoué. En revanche, il semble bien que les effets secondaires soient les mêmes qu'avec d'autres somnifères, risque de chute, surtout pour les personnes âgées, manque de vigilance le lendemain matin, des somnolences dans la journée, des maux de tête. Bon, voilà. Alors, je n'en ai absolument pas l'expérience. Nous n'avons pas encore essayé de prescrire du Quviviq à nos patients qui ont des troubles du sommeil. Alors, en conclusion, d'abord traiter la cause ou les causes de troubles du sommeil, parce qu'on a le droit d'être anxieux et d'avoir des bouffées de chaleur. On a le droit d'être dépressif et d'avoir un syndrome des jambes sans repos. Donc, utiliser d'abord les moyens non médicamenteux s'ils ne sont pas nécessaires pour traiter la cause, et n'utiliser les somnifères que sous contrôle médical pendant une durée courte.
je conclurai en disant qu'une formation des vieux médecins est sûrement nécessaire. Quand j'ai les vieux médecins, c'est les médecins de ma génération. Je vous remercie.